Donc, je suis Louis-Pierre Guillaume. Je suis le Knowledge Management Officer de Schneider. Et le sujet du jour, c'est les filières experts descriptifs de leur fonctionnement. Alors, on peut se poser la question du filière expert. Pourquoi est-ce qu'on en met en œuvre? Pourquoi est-ce qu'une entreprise va créer une filière expert? Comment ça va fonctionner? Quels sont les critères pour choisir un expert? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Est-ce que ça dépend du niveau de l'expert, de son ancienneté? Est-ce que ceux-ci ont des rôles et des responsabilités par rapport à ça? Est-ce que c'est au sein de leur équipe? Est-ce que c'est au-delà pour l'entreprise? Est-ce que c'est limité uniquement à la R&D? Est-ce qu'on peut être expert en dehors de la R&D d'une entreprise? Et ça, on le verra. Quel est l'impact pour l'entreprise? Est-ce que c'est un impact business? Est-ce qu'on peut mesurer l'impact de ces experts? Et puis, beaucoup d'experts veut dire, est-ce qu'on ne devrait pas les animer dans un réseau d'experts pour qu'ils puissent se connaître et donc être meilleurs? Alors pour cela, j'ai 2 speakers et 3, j'espère, tout à l'heure. Donc, sinon tu prends le relais. Mais comme le speaker, le 3e, est à la fin, ce sera plus simple. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que chacun aura un quart d'heure pour exposer son sujet. Ensuite, questions-réponses avec vous, évidemment, par rapport à ce sujet d'expertise. Alors, je vais commencer par la première speaker, qui est Béatrice Lemoin. Alors, Béatrice travaille chez Schneider Electric. Béatrice est de plus dans mon équipe. Béatrice, elle est donc senior manager dans mon groupe, membre de Copain, donc notre association depuis 3 ans. 3 ans. Diplômée de Supélec, 20 ans d'expérience en R&D et en qualité, spécialisée dans la conduite du changement, passionnée par l'animation des communautés et par l'intelligence collective. Elle a créé notre encyclopédie interne IC sur un modèle de Wikipédia et pilote actuellement le programme d'expertise du groupe pour les métiers des technologies de l'information. Donc Béatrice, à toi de jouer, le pointeur. Tu as un quart d'heure pile. Alors, j'ai déjà été présentée, donc merci Louis-Pierre. Juste, j'ai vu qu'il y avait des réactions à l'encyclopédie d'entreprise. C'était il y a 1 an. Je vous en avais parlé il y a 1 an. J'en reparle en off. Ça continue, l'aventure marche très bien. Super aventure. Alors, aujourd'hui, on parle des programmes d'experts. Parce qu'après l'encyclopédie, je me suis intéressée à l'expertise dans le groupe. Et j'ai la chance d'appartenir à la direction informatique. Et si vous regardez les programmes d'expertise de Schneider Electric, l'aventure a commencé avec la R&D en 2008, comme Alcatel dans l'introduction. 2008, Schneider et ce sont les équipes effectivement scientifiques qui ont commencé. Et vous voyez, eux, l'aventure n'a pas arrêté, sans discontinuer. On a eu 2012 aussi l'arrivée. Alors, je dirais, on part du domaine scientifique complet, les métiers techniques de la supply chain. J'ai des gens qui connaissent très bien dans la salle, donc en plus je parle sous contrôle. Et depuis 2012, en plus à l'époque j'étais manager d'un expert R&D et d'un expert supply chain qui est dans la salle. Et en 2012 c'était difficile, hein, la première promotion de supply chain. Et je pense que c'est devenu le programme le plus robuste, le plus mature. Il a pris la course en route. Et pareil, ils n'ont pas arrêté depuis 2017, maintenant, depuis 2012. Alors nous, information et technologie. Donc moi, j'arrive dans le contexte, là en 2017, et on me dit, mais les experts, c'est important en information, en technologie de l'information, c'est le monde du digital. Il faut relancer le programme expert. On a déjà essayé 2 fois. Et en 2012, c'était un peu, on va dire, la mode. Et puis, ça n'a pas été suivi. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée voir les 11 experts de l'époque et leur demander qu'est-ce qui s'était passé pour eux. Et donc, moi, je suis arrivée en 2017, on m'a dit qu'il faut faire renaître ce programme. Et du coup, je me suis intéressée aux autres. Et c'est une aventure très, très intéressante. Alors nous, on est en tout début, parce que nous, on en a 17. Il y en a 1000 dans le groupe. J'ai mis 1000 actifs. Il y en a eu plus qui ont été reconnus, mais entre-temps, il y en a qui peuvent perdre leur statut d'expert, puisque c'est valide sur 3 ans.
Donc là, il y a 1000 actifs. On a fait 21 campagnes d'identification et la certification, comme je vous dis, dans les chiffres clés, elle est validée de 3 ans. Il y a une autre filière, les solution architects. Alors, solution, pour nous, c'est ceux qui délivrent des solutions pour les clients. Donc, c'est architectes de l'offre solution client, qui ont fait une tentative en 2012. Et finalement, ils se sont rendus compte que ils étaient en train de reconnaître un métier tout entier. Donc, c'était plus l'expertise, c'était un métier. Et donc, pour l'instant, ils ont arrêté puisque finalement, tous leurs solution architectes étaient devenus experts. Donc, ils se sont dit, eh ben, on va créer le métier solution architect. Et là, ils réfléchissent à peut-être comment réactiver, mais en se redonnant une nouvelle définition de l'expert. Donc voilà. Mais c'est intéressant ces tentatives de 2012. On voit l'historique 2008, la R&D, et ça on le retrouve dans pas mal d'entreprises. 2012, il y a eu une envie, et puis il y en a qui ont marché, puis il y en a qui n'ont pas marché, et puis ça ne veut pas dire parce que ça n'a pas marché que ça n'a pas remarché. Et nous, sur l'IT, on a eu un succès cette année avec notre petite expérience. Je pense que l'année prochaine, on aura encore beaucoup plus de candidats. Et les candidats, là, je vais être un peu leur témoin, ils vont vous raconter ce qui s'est passé. Alors chez nous, un expert, c'est bizarre. Il y a juste un tout petit problème de photo décalée. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est qu'un expert un expert, il y avait marqué au-dessus, derrière la photo de la dame qui bouge, c'est que c'est plus qu'un expert. Les personnes qu'on reconnaît dans le programme d'expertise, ce ne sont pas des filières, c'est un programme de reconnaissance d'expertise. La SNCF vous parlera, c'est assez similaire à ce qu'on a chez eux. On réfléchit à la filière, mais je pense que pour nous, c'est encore des programmes de reconnaissance d'expertise. Donc, quand on est reconnu expert du groupe, c'est plus qu'un expert. Donc, on est expert, ça c'est la condition, c'est le must-have. Il faut être expert dans un domaine pointu et stratégique pour l'entreprise. Alors là, les photos, elles ont toutes bougé, c'est pas grave. Mais quand on dire que ça, c'est déjà très bien. Mais on n'est pas expert, on n'est pas expert groupe. Il faut avoir démontré 3 autres capacités très importantes. Il faut montrer qu'on a déjà démontré sa capacité à partager et qu'on aime ça. Il faut être impliqué dans l'innovation, le lien avec la stratégie d'entreprise, la stratégie mais en action, l'innovation, des programmes d'innovation. Et la stratégie, il faut être capable de faire le lien entre son expertise et la stratégie d'entreprise. Il faut savoir pourquoi et l'argumenter. Donc ces 3 conditions supplémentaires sont extrêmement importantes dans la définition de l'expert groupe. Et on y tient. Et les 3 programmes qui sont vivants ont ces 4 piliers qui vont décliner différemment, parce que quand on est un scientifique, on est expert différemment que quand on est un expert dans la supply chain, dans un métier industriel. Mais on a les 4 piliers dans les programmes. Alors qu'est-ce que ça fait de devenir expert? C'était un petit peu. Alors, au lieu de vous raconter tellement de choses sur ces 4 programmes, moi, la question qui m'intéressait, c'était je suis nommé expert, qu'est-ce qui se passe? Alors, la première réponse pourrait être rien. Il y en a beaucoup, et c'est vrai, pour qui il s'est rien passé, à part, mais tous ont dit, après ils disent rien, mais ah ouais, je suis visible dans l'annuaire d'entreprise. Et ça, c'est une première reconnaissance qui est très importante, parce que vous parliez des domaines stratégiques. Il y a des domaines de 2008 à aujourd'hui, il y a des domaines qui sont plus stratégiques. Et les gens, quand on leur dit, oui, t'es expert, mais t'es plus sur un domaine stratégique, tu perds ta visibilité. Et là, on n'a pas de bonne réponse aujourd'hui, parce que ces groupes des anciens experts, on les laisse un peu tomber. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, parce qu'il y en a même qui m'ont dit, mais moi c'est pas grave, je suis ancien expert, mais je voudrais quand même être dans la communauté. Alors là, oui. Voilà. Mais parce que c'est comme si j'avais eu un diplôme. Je suis d'accord que c'est plus stratégique, mais j'ai montré que je pouvais creuser un sujet jusqu'au bout. Alors il va me falloir du temps pour creuser peut-être un deuxième sujet plus stratégique. Voilà. Ça c'était intéressant, c'était dans mes retours quand j'ai étudié le passé. En revanche, là, ce que je vous ai choisi 3 histoires sur les 3 programmes qui sont actifs pour vous montrer qu'est-ce qui change la vie d'un expert une fois qu'il est nommé, pour vous dire très concrètement. Alors sur le programme R&D, alors c'est un mélange de témoignages de gens de la R&D, mais très typique parce que je le retrouve souvent. Un expert en R&D, on va lui donner un rôle
dans les domaines stratégiques relatifs à son expertise. Parce que la R&D est très bien organisée par rapport aux domaines stratégiques. C'est la grande force du programme R&D. Ils ont travaillé sur c'est quoi les domaines stratégiques, techniques, qui vont faire l'avenir de l'entreprise. Et donc les experts sont naturellement impliqués dans ces domaines-là. Et ils vont travailler sur leur domaine avec leurs pairs, trouver leurs pairs. Donc ils vont assez rapidement animer une communauté technique dans leur domaine ou participer à la communauté, tout dépend de la taille du domaine. Souvent même, ils participent à des communautés techniques en dehors du groupe. Donc ils sont connus sur leur sujet pointu en dehors du groupe. Et ils vont animer, dans le cadre de leur communauté, souvent ils vont animer des travaux techniques relatifs à leur expertise. Donc ça c'est assez typique et ça se passe bien. Et ils ont même ce rôle de je suis jury pour identifier les nouveaux experts. C'est une cooptation finalement interne et l'expert prend un rôle dans le management de l'expertise. Donc ça, côté technique, ça marche bien et vraiment le pilier des domaines stratégiques est quelque chose de fondamental et marche très bien. Côté supply chain, je trouve que la grande force de ce programme a été... Alors, le programme supply chain, juste pour la petite histoire, a été essentiellement managé par la RH, alors que le programme R&D par la fonction R&D elle-même. C'est pour ça qu'ils ont tiré dans des domaines différents. Et donc vous allez voir des choses un peu plus différentes, mais très intéressantes. Donc quelqu'un qui est un expert, alors on a plusieurs niveaux, c'est classique, donc je suis pas. Mais quelqu'un qui est d'un niveau 2, forcément est impliqué dans les formations dans son domaine et il va enseigner. Il enseigne à l'intérieur de l'entreprise et il y a un témoin là, il pourra vous en parler à la pause. Il fait des formations. Il y a aussi un programme, en plus des formations dites traditionnelles, il y a des programmes de mentoring. Donc on est niveau 2, on mentore quelqu'un pendant 6 mois, on accompagne un jeune, soit quelqu'un qui est potentiel expert, soit un expert d'un niveau moindre. Et ça se fait bien. Et j'ai un objectif dans mon entretien annuel, ça c'est le programme Supply Chain qui avait insisté pour donner de la visibilité. Tout ce travail, c'est pas du travail en off, c'est du vrai travail. Et j'aime mieux insister sur le fait de l'objectif. Il y a aussi des règles par rapport au pourcentage de temps. Mais si on a un objectif, on donnera du temps. Déclarer, l'expert doit passer X% de son temps. Si son manager ne lui alloue pas ce temps à travers un objectif, ça fonctionne pas. Donc j'aime bien l'idée de l'objectif. Alors nous, on est arrivé après tout le monde et on a essayé de prendre le meilleur de tout ça. Alors on commence tout juste. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que notre première promotion, on l'a réunie. Donc la première promotion en IT, elle a participé à un séminaire d'1 semaine. Donc on leur a volé leur temps. Et les managers nous ont donné ce temps. J'ai eu 100% de présence de la première promotion à Paris, sachant que je n'avais que 2 Français. Et ils sont tous venus. Ils sont tous venus et ils ont participé au workshop qui a commencé le lundi à 8h30 et qui a fini le vendredi à midi. Et ils ont participé à toutes les sessions. Donc je vous donnerai le planning si vous voulez voir l'agenda pour les garder parce que c'est des gens qui ont du travail. En plus, on était en pleine attaque cybersécurité et j'avais des experts cybersécurité. Ils bossaient aux pauses le soir sur les histoires d'attaque et c'était impressionnant comme ils étaient contents d'être experts et d'être reconnus comme tels. Donc il y a eu une petite célébration, mais on les a surtout fait travailler sur puisque vous nous avez dit que la dernière fois, il ne se passe rien après la reconnaissance, j'ai un joli diplôme, j'ai l'icône sur l'annuaire d'entreprise, puisqu'il ne se passe rien, je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et on a pris 1 semaine pour savoir ce qu'ils voulaient faire ensemble. Et ils ont plein d'idées. Ils ont envie de faire plein de choses. Et donc, nous, on a dit, nous, on est programme, on est là pour vous aider. Donc, on leur a présenté un des patrons du groupe en technologie, un CTO du groupe. Ils ont dit, c'était génial cette intervention, on veut en voir d'autres. Ça, on va vous aider. Et puis surtout, ils ont dit, on veut travailler ensemble sur des sujets techniques et pointus, parce que ça nous intéresse. Et moi, je veux travailler avec un tel. Donc là, on est en train de former des working groups. On s'est dit, on va en faire 2 pour prouver que ça marche. Là, on leur a proposé 12 sujets, ils en ont pris 8, ils sont 17. On est obligé de les calmer en leur disant, tu en fais un après l'autre. Donc vous vous mettez dans 2 groupes maxi. Mais c'est génial de voir cet enthousiasme et ça nous donne des idées pour après.
On a travaillé avec leurs managers sur le plan de formation, exactement comme vous disiez, accompagner les managers. On a fait une réunion spéciale, rien que pour les managers, en leur disant, c'est quoi votre rôle de manager? Vous avez une star dans votre équipe? Comment on va vous aider à manager cette star-là? Et son plan de développement, il est important, il nous intéresse aussi. Et puis, on a un peu des geeks avec nous. Ils sont fans du réseau social. Ils ont été les premiers à utiliser Teams chez nous. Et ils utilisent toujours. Ils se parlent entre eux sur Teams. Et en même temps, nous, on anime des webinaires trimestriels avec eux pour qu'ils se parlent en vrai, qu'ils retrouvent. Donc voilà, c'est des exemples de ce qu'on a fait. C'est très pratique. C'est des petites idées que vous pouvez nous piquer. Ça marche très bien et l'aventure continue. Alors l'avenir, puisque j'ai plus que 3 minutes, mais j'ai fini. Maintenant que ces programmes, vous voyez, maintenant il y a 3 programmes actifs, 1000 experts, il y a d'autres fonctions qui veulent venir, des techniciens d'autres métiers qui veulent venir. Donc il va falloir les intégrer. On veut davantage d'animation croisée. Vous voyez, on travaille beaucoup encore dans nos silos, la supply chain, les techniciens avec les techniciens, l'IT avec l'IT. Donc, et la SNCF le fait mieux que nous, je pense, là, on va vouloir travailler des animations croisées, faire rencontrer des experts de toute techno. Et je suis sûre que ça va donner des choses extraordinaires. Donc ça, nous, on voudrait le tenter. Travailler sur le cursus des soft skills des experts, c'est-à-dire que nos experts, ils sont en général très bons sur la partie technique. Et sur les 3 autres, et même quand ils sont nommés, il y a une marge de progression et il faut les aider, les accompagner. Il faut les aider à répéter des speeches en public. Il faut les aider à ça, même si ils ont l'appétence, ils n'ont pas forcément la compétence au niveau qu'on souhaite, mais ça, on peut les accompagner, ça s'apprend. Donc je pense que c'est notre rôle de programme de le faire. Et puis, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les autres experts, c'est-à-dire ceux qui ne seront jamais ces superstars, les experts locaux, les experts qui ne parlent que leur langue locale. Mais ces gens-là ont des savoirs très importants. Donc les autres experts, nous, on voudrait les rendre visibles et qu'ils soient tirés par le mouvement des grands experts, des grandes stars. Donc voilà, on a encore beaucoup d'idées et on n'oublie pas tous ces autres experts et avec la définition la plus large de l'expert qui est celui qui en sait plus que moi est pour moi un expert. C'est la définition relative de l'expert. Et celui-là, je veux le trouver. Dans mon quotidien, j'en ai besoin. De temps en temps, j'ai besoin du super, mais de temps en temps, j'ai juste besoin de celui qui sait plus que moi. Voilà où on en est dans notre réflexion chez Schneider. À votre disposition pour en parler et pour élaborer un peu plus. Merci Béatrice. Alors Aurélie est à la SNCF depuis 1991, ingénieure informatique à l'origine, plein de fonctions dans la DSI de l'entreprise. Et depuis 2008, elle a obtenu le poste de DRH de la DSI Voyageurs, DSI voulant dire Direction Services Informatiques, sur le recrutement des cadres du groupe SNCF et d'animation du réseau des experts scientifiques et techniques de la Direction Innovation et Recherche du groupe. Depuis 2017, elle fait un Master 2 en Management de l'innovation à l'IAE de Nantes. Bravo. Sur quel sujet ? Management de l'innovation. Parfait. Allez-y, vous avez un quart d'heure. Bien, merci. Et tout d'abord, je voulais faire des remerciements. Donc, j'ai pris le poste, effectivement, de ma biographie, c'est professionnelle en tout cas, 2015, j'ai pris le poste des experts. J'arrivais d'une filière à la fois ingénieur informatique, DRH, et j'ai dû me confronter, enfin en tout cas, j'ai eu l'envie de relever un challenge sur le réseau des experts scientifiques et techniques. Donc déjà, un remerciement à Claire Lozol. Son livre m'a été très précieux pour démarrer sur mon activité. C'était vraiment une ressource, comme on fait quand on prend un poste, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qui existe en la matière. Du coup, on a eu l'occasion de se rencontrer avec Martin sur les réseaux d'experts, parce que j'ai fait un petit benchmark. Donc déjà ça. Après, rebondir sur ce qu'elle vient de dire, qui était pour moi effectivement une réalité, c'est-à-dire quand j'ai pris le poste en 2015, le réseau des experts scientifiques et techniques, je vais vous en parler, ça recouvrira un peu les slides, donc je ne perds pas de temps. C'était un réseau qui s'était créé effectivement sur l'idée de transmission, de capitaliser sur les expertises. Donc il a été créé en 2010 par Jean-Jacques Thomas, pour ceux qui le connaissent, qui est directeur de l'innovation de SNCF Réseau. Et
Donc ça souffrait de deux choses. D'une part, un essoufflement en 2015. Au sein des experts, la flamme était plus vraiment là. Les sponsors, ceux qui l'avaient créé, l'âme en fait de ce réseau, n'étaient plus vraiment là. On passait dans une transition où effectivement l'aspect stratégique était attendu d'un réseau. Donc on revient sur ce qui a été dit un peu avant. Dire on n'est pas simplement là pour capitaliser, pour transmettre, mais aussi pour intégrer dans la stratégie pour que ce soit utile. Voilà, et que ça rapporte. Non, mais qu'est-ce que ça rapporte un réseau d'experts si d'un point de vue interne, on considère que ce qui est important, c'est le partage entre experts, la fertilisation croisée, faire se rencontrer les gens, c'est une valeur qui est parfois extrêmement difficile à mesurer, en tout cas au sens des indicateurs classiques de pilotage. On a beaucoup de mal à identifier. En tout cas, il faut aller sur d'autres domaines que purement ceux qu'on peut identifier comme ça produit quoi, c'est quoi la performance, c'est quoi. Donc, je me suis attelée à la tâche en 2015. J'ai beaucoup transpiré. Mais les choses ont, pour moi, assez évolué et assez aussi pour me donner l'envie d'aller plus loin sur le management de l'innovation et donc de faire pour moi-même une nourriture et un rebond professionnel. Après, par rapport à Béatrice qui vient de passer, effectivement, on verra que dans la raison d'être et les experts en termes de stratégie, innovation, etc., on est sur des domaines voisins, avec sans doute du management parfois un peu différent, mais on se retrouve un peu là-dessus. Après, il y avait encore une chose que je voulais dire avant de commencer, c'était pour moi, puisque je suis en plein enseignement de management de l'innovation, je trouve et que les réseaux d'experts, c'est extrêmement proche d'un tiers-lieu virtuel. Alors un tiers-lieu, vous connaissez peut-être la notion, c'est l'idée qu'aujourd'hui l'innovation est placée au centre des rencontres entre les professionnels, la production, les savoirs, l'académique, le culturel, le social, et qu'il ne suffit pas de juxtaposer les éléments, mais tout vient du lien qu'on fait entre eux. Et ces liens-là, on crée de plus en plus de tiers-lieux, que ce soit les Fab Labs, les 574 pour SNCF, que ce soit... on a toutes les grandes plateformes qui se créent. Ce n'est pas suffisant de les créer, encore faut-il créer du lien. Donc, à ce sens, tel que moi je le conçois, un réseau d'experts dans une entreprise très transverse, c'est un tiers-lieu virtuel qui se doit d'être ouvert sur l'extérieur, qui s'alimente de l'extérieur, qui rayonne et qui collabore. Et tout le rôle de l'animation, c'est de générer des occasions de faire ces liens, de générer la possibilité de faire se rencontrer. C'est pas plus que ça. Mais c'est pas plus, mais c'est déjà énorme, puisqu'on se confronte à la fois à l'aspect vertical des organisations, aux résistances des experts qui considèrent qu'ils n'ont pas à montrer leur savoir-faire, parce qu'ils savent, donc normal, et à la résistance des dirigeants qui ont des objectifs opérationnels assez verticaux. Donc la difficulté de cette animation très transverse, c'est de faire les liens et d'aller à l'encontre des objectifs individuels de tous ces acteurs. On parle aussi underground, upperground, je sors mes cours parce que c'est encore tout chaud. Donc on se retrouverait dans un middle ground qui doit savoir parler aux experts. Donc pour ça, j'avais de la chance, ingénieur informatique, je me retrouvais dans une zone de confort puisque j'avais déjà côtoyé des experts. Et alors ce que je considère schématiquement comme l'underground, l'expert est capable de choses incroyables. Et puis savoir parler à l'upperground, qu'on peut considérer comme étant les dirigeants, la direction, les impératifs, etc. Et qui vont se nourrir. Alors, savoir leur parler, savoir filtrer aussi, les mettre à jour et les mettre en évidence pour que l'upperground puisse s'en nourrir. Donc l'aspect marketing des réseaux est très important dans cette tâche d'animation. Enfin, je vous ai peut-être perdu. Non, ça va ? Bon. Alors je vais revenir sur ma présentation. C'était mes réflexions du moment. En tout cas, merci de m'avoir invité pour pouvoir les partager. Voilà. Ah oui, donc c'est moi qui fais avancer le truc. Alors, quelques chiffres clés pour situer SNCF. Donc, 260 000 salariés dans 120 pays. Donc, je vais aller assez vite sur ces chiffres. Hein, donc, je vous les mets, je ne vais pas vous les lire. Ce qui est important de savoir sur cette image, c'est que on est depuis 2015 structuré en 3 EPIC. 3 EPIC, mais 6 métiers.
Donc c'est pour ça que je les ai repris. C'est-à-dire que SNCF Mobilité, alors on a SNCF Réseau qui contient à la fois la propriété, l'entretien du réseau ferré, de l'infrastructure. SNCF Mobilité qui va regrouper ces quatre métiers, voyageurs pour ce qui est grande ligne et grande distance. SNCF Gare et Connexion, donc pour tout ce qui est aspect gare. Alors Gare et Connexion, c'est toute la propriété des gares qui d'ailleurs va migrer chez SNCF Réseau, donc on voit bien que c'est des entités à part. SNCF Logistics, qui est Keolis, qui est aussi le transport public. Voilà. Et puis SNCF Immobilier. Donc si je vous présente ça, c'est que le réseau des experts, alors l'animation elle-même est rattachée à la direction innovation et recherche, mais elle anime les réseaux qui sont situés dans l'ensemble de ces EPIC, plus les filiales associées. Donc on a vraiment une notion de groupe. Avec toute la difficulté dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment d'arriver à impulser au niveau des dirigeants et de cette politique générale, en faire quelque chose de maillé et de sortir de la verticalité de ces organisations. Donc ce maillage, comme il est au plus haut niveau, c'est effectivement assez difficile à mettre en œuvre. Donc là, quelques chiffres clés pour le réseau lui-même. Alors, une partie très importante, c'est la raison d'être. Alors, je reviens sur Béatrice qui le disait avec quelques mots-clés. Effectivement, alors, le deuxième point de la raison d'être, assurer la pérennité, développement et transmission des expertises clés. Là, on est vraiment dans la raison d'être initiale. C'est effectivement très important. On a des pertes de savoir, d'expertise. La courbe démographique est comme ça, c'est-à-dire que dans les grosses entreprises, on a eu des campagnes de recrutement, on a eu des campagnes sans recrutement, et on se trouve à un moment où on a beaucoup de départs dans des compétences clés, système ferroviaire, sécurité, des choses comme ça, où là, il est impératif vraiment de les préserver, d'organiser la transmission, etc. Et puis, effectivement, toutes ces nouvelles expertises qui sont émergentes, qu'il faut nourrir. Servir par des actions collectives et transverses la stratégie d'innovation et de recherche du groupe et son rayonnement. Et c'est là où on voit le lien, c'est-à-dire qu'un des critères pour être dans le réseau, puisqu'il y a un recrutement pour 3 ans, pour être dans le réseau, il faut être au service, voire même acteur de l'innovation. Donc l'idée, puis comme je vous le développais tout à l'heure, c'est vraiment de faire émerger de la valeur sur l'agencement des idées et de faire se rencontrer les experts. Je vais passer énormément de temps sur chacune, je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes, d'accord. Donc du coup, on va passer tout de suite à la suite. Je répondrai aux questions. Voilà. Alors, c'est moi. Donc là, pour une idée des experts, je dirais qu'on a mis en place une gouvernance du coup à plein de niveaux différents. L'idée, c'est vraiment d'appuyer sur le sponsoring fort. Du coup, un comité d'orientation avec un dirigeant du COMEX. Une commission de labellisation qui est un réseau dans le réseau, je dirais, puisqu'elle contient moitié dirigeants métiers, moitié DRH. Cette commission a pour vocation de valider et de participer aux campagnes de recrutement et de renouvellement des experts. Et à ce titre, ces dirigeants sont très présents. J'ai été très surprise, moi, venant d'organisations, enfin de l'entreprise plus classique. Comment se faisait-il que des dirigeants de ce niveau-là puissent passer une journée complète, lire des dossiers avant, une journée complète, pour valider des dossiers? J'étais vraiment scotchée en disant des emplois du temps comme ça, comment on arrive à les libérer une vingtaine de personnes, de dirigeants de bon niveau? Et je me suis aperçue de 2 choses. C'est que d'une part, ça les mettait en contact direct avec l'expertise, donc des dirigeants qui ont souvent l'habitude de parler à des managers de managers, etc. Et que le contact direct ne vient que pour des revendications ou des points difficiles, etc. Là, non, ils étaient au contact. Il y a un oral qui est organisé pour les plus hauts niveaux de l'expert. Et ils s'en régalaient de voir ça. Donc d'une part, ça les nourrit. Et d'autre part, c'était pour eux une occasion de rencontrer leurs homologues et donc de faire du réseau.
du réseau. Faites simplement d'aller de voir des gens qui sont à SNCF Réseau, SNCF Mobilité ou à Voyage, et puis des gens qui se sont croisés dans des conférences ou autres, mais là qui pouvaient parler d'autre chose que vraiment des enjeux des enjeux propres à l'opérationnel. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un point fort à conserver. Ok, 3 minutes. Parfait. Donc, du coup, voilà ce que je vais vous dire sur le sujet. Donc, très important, ces campagnes de labellisation. Alors, voilà, le tiers-lieu, alors, composé. Alors, une chose aussi importante au niveau de l'animation, c'est essayer d'être exemplaire. C'est d'essayer de porter par l'animation ce qu'on prône dans le réseau. Donc j'ai eu à cœur de réfléchir là-dessus, c'était pas toujours réussi, mais faire des conventions, par exemple, en introduisant de la réalité augmentée. C'était une fantaisie où on reconnaissait les personnes quand elles rentraient. Enfin, voilà. C'est d'essayer d'appliquer des méthodes d'animation qui soient collaboratives, qui soient innovantes. Donc, au-delà d'apprendre à nos experts, effectivement, des postures d'experts, les enrichir sur des méthodes innovantes, que ce soit design thinking, que ce soit le DKCP, enfin, que ce soit des méthodes qui vont les aider, c'est nous-mêmes, en animation, d'incarner ça. J'ai trop perçu dans les entreprises des injonctions. Soyons spontanés, soyons innovants, ayons droit à l'erreur. Et certains le pensent vraiment et l'incarnent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Où en fait, on s'aperçoit qu'au-delà de le dire, il faut prendre des risques, il faut arriver à accepter qu'on ne travaille pas tout à fait pareil, qu'on s'ouvre, qu'on va voir les choses, et puis que ça vient en plus un peu en dehors. Donc, 3 points, le développement des experts, la coopération et la production et rayonnement. Donc, toutes les animations sont réfléchies de cette façon-là. On a un super plan de formation, ça je le dis parce qu'il est isolé, il est rien que pour eux, mais il nous permet aussi d'associer et de mixer les profils. On a la coopération, un truc, la rencontre annuelle du réseau. Alors, ils appelaient ça l'université avant que j'arrive. C'était sur 3 jours. C'était magnifique. Ils sont allés à Barcelone, ils sont allés... Mais super. Ils étaient vraiment enchantés, sérieusement. C'était l'occasion de créer des liens, de créer des fertilisations croisées. C'est un terme que j'aime bien. Notamment, il y a un exemple qui sort toujours du réseau, c'est de dire, grâce au réseau Synapse, on a une spin-off qui a été créée, qui s'appelle Altamétris, qui est en fait la filiale drone de l'entreprise. Et elle est née du réseau Synapse. Comment ? À travers ces rencontres annuelles où ils ont croisé, alors ce n'étaient pas des spécialistes, ce n'étaient pas des experts du drone, par contre, des experts métiers, des envies, des partages de méthodes, etc. Il y a eu des petits concours internes, ils ont gagné le concours interne qui leur a donné un peu de sous pour créer en entreprise. Et puis, cette année, c'est devenu une filiale officielle de l'entreprise. Voilà. Et puis, la production rayonnement, ça, c'est là-dessus qu'on est très attendu. Donc, beaucoup travaillé cette idée, qu'est-ce que produit un réseau d'experts ? Donc, c'est à la fois de la production interne. Donc, des brevets, ils sont très présents. 50% des brevets SNCF sont déposés par les experts Synapse. Les grands programmes d'innovation, 60% des experts Synapse sont dedans. Après, l'émission Spot, c'est quelque chose qu'on a voulu développer, qui est impulsé par le COMEX. Une question clé. Par exemple, les images aériennes et spatiales, c'est quoi la SNCF ? On a autant de branches possibles. Est-ce qu'on s'en sert ? Comment ? Est-ce que c'est du satellite ? Est-ce que c'est du drone ? Bon, on a missionné une petite équipe qui est allée Synapse en 3 mois faire 2 ateliers, rassembler toutes les connaissances et l'état de l'art sur le sujet, a fait une note pour le COMEX en disant voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Sans langue de bois, donc la difficulté, c'est d'être un petit peu... c'est assez touchy, parce qu'on ne peut pas demander à la fois avoir des alertes et des éléments clés qui remontent de la base, tout en demandant à être politiquement correct. Ça veut dire être franc dans la remontée des signaux faibles. Voilà, et puis donc le dernier, mais où je vais passer très vite... Voilà, parce que je vous ai quasiment tout dit. Donc, renforcer la dimension internationale et la culture concurrentielle, ça c'est le développement des experts. Encourager, donc éclairer les décideurs stratégiques du groupe. Donc, ça c'est vraiment le point fort de sponsoring. Et puis, voilà, donc encourager l'ouverture et la fertilisation croisée.
c'est les axes clés de toutes les actions qui sont menées et qui sont loin d'être simples, mais qui se gagnent. Cette année, la convention a eu lieu le 17 octobre et les présidents SNCF étaient présents à la convention. Je vous remercie de votre attention. Merci Aurélie. Donc Serge, jeune ingénieur de 58 ans, a passé 34 années dans Areva et société parente dans divers postes, développement du logiciel, ingénierie de combustion nucléaire, développement de produits. Actuellement en charge de la R&D dans l'ingénierie pour la conception et la maintenance des réacteurs. Et en tout, d'où le sujet du jour, responsable d'organiser les campagnes de renouvellement des experts. Vous avez un quart d'heure. Donc, je suis issu d'une société, bon, on doit être 40 et quelques mille dans Areva. Pardon ? Oui. On vit une séparation, c'est-à-dire la partie réacteur qui était historiquement Framatome et d'autres sociétés se séparent de la partie qu'on appelle cycle, la Hague, Cogema, etc. actuellement. On va se retrouver à 15 000. Nous avons un vécu, depuis que je suis dans la boîte, on s'est beaucoup marié dans le nucléaire, avec des Américains, des Allemands, etc. Et ce qui a contribué à faire une culture commune, c'était que les gens avaient des experts. Et être expert, d'abord, ça demande du temps. Hein. Moi, j'ai entendu les sociétés précédentes. Et pour nous, l'informatique, ça serait un domaine d'expertise, mais qui serait probablement différent parce que beaucoup plus court, alors que nos experts, on leur demande 10 ans, 15 ans avant d'être experts dans les matériaux du nucléaire ou dans la neutronique. Ce sont des domaines qui évoluent avec un cycle beaucoup plus lent. Il y a une autre particularité de nos experts, c'est qu'ils ont une reconnaissance, certains, en dehors de la boîte. Et pour avoir des nominations, on demande des lettres de reconnaissance à nos clients, nos clients sont des producteurs d'électricité, comme EDF, Engie et d'autres producteurs dans le monde. Ils sont tributaires d'autorités de sûreté qui sont des organismes administratifs et qui ont des supports techniques, avec aussi beaucoup d'experts. Et donc les experts se reconnaissent les uns et les autres. Et il y a une agence internationale de l'énergie atomique qui fait travailler les gens pour produire des papiers, et nos experts y sont invités. Donc il y a un aspect de reconnaissance internationale, en tout cas pour les experts du plus haut niveau, ce qu'on appelle les experts seniors ou fellows. L'expertise, elle est scientifique et technique. Le mot scientifique, notre directeur scientifique a beaucoup insisté dessus dans cette campagne de renouvellement, et les business units commencent à nous dire il y a quand même des domaines qui sont non scientifiques et où on aimerait avoir de l'expertise. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et moi, je suis en train de regarder les arguments des uns et des autres. Et on verra en 2018 ce qu'on fait à ce sujet-là. Donc les domaines scientifiques sont, les domaines du nucléaire. On commence par savoir quoi faire avec les neutrons, ça s'appelle la neutronique. Puis les neutrons donnent de la puissance. Comment évacuer la puissance, ça s'appelle la thermohydraulique, la mécanique des fluides, etc. L'implication dans la R&D. Alors on dit, en général, c'est la filière R&D qui manage l'expertise. C'est fait conjointement avec les RH. Ça, c'est hyper important. Et je dirais après quel est le maillon faible. Le maillon faible, à mon avis, c'est le management direct de l'expert. Mais les RH et la R&D, on arrive à bien travailler ensemble. Il faut sortir de la tête des gens le fait que les experts, c'est fait pour la R&D. Parce que, au dernier des comptes que j'ai fait, une moitié est impliquée dans la R&D, comme domaine leader ou autre. Et puis d'autres, ils sont impliqués à résoudre les problèmes quotidiens qu'on a, et c'est sûrement plus important que de faire de la R&D. On va peut-être... Voilà. Donc, nos points forts, c'est que dans les pays où on est implanté, on a une bonne filière expert. Même en Allemagne, ils ont conservé ce qu'ils avaient hérité de Siemens, qui sont les advisors. Donc, ils sont à la fois advisors et... Je pense qu'il y a un accord RH qui fait que être advisor, c'est favorable.
Et ils sont en même temps experts, ça c'est la vision internationale. Alors Advisor leur permet de parler en allemand. Quand on est expert, on leur dit s'il vous plaît, parlez en anglais. Et donc voilà, une expertise reconnue. On a un processus de nomination qui marche bien. Ça prend du temps. Alors on a un point faible, c'est qu'on n'a pas grand monde pour manager. J'ai écouté avec envie, c'est Schneider ou c'est SNCF, où il y a 3 personnes pour manager les experts. On n'a pas autant. Et un autre point fort, c'est qu'à part quelques cas, on ne manque pas d'experts. On a des experts dans les branches, bon, plus ou moins. On a même parfois une surabondance. Dans les points faibles que nous avons, et c'est probablement lié au fait qu'on n'a pas tellement de monde pour animer la filière, une fois le titre d'expert acquis, souvent il ne se passe plus rien pour l'expert. On dit voilà, t'es expert, t'as reçu ta lettre. Et puis, alors, donc, pour lutter contre ça, on a tout un tas de programmes pour l'année prochaine et les années à venir. Et en particulier, ça commence par aux entretiens, aux objectifs annuels donnés par le manager. Il faut que l'expert ait un objectif lié à son expertise, qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas été expert. Donc vraiment, parce qu'on dit qu'il faut donner du temps aux experts, ce que j'ai entendu tout à l'heure, je suis absolument d'accord, non seulement du temps, mais des objectifs, pas du temps pour... Alors si je leur dis, je vais me faire tuer pour glander, mais du temps qui répond à quelque chose. On est dans une boîte qui est obligée d'être pragmatique et de serrer un peu les boulons actuellement. Donc nommer un expert, c'est bien, mais c'est pour être utile. Le lien avec le management direct, ce que je dis, il est amélioré. Moi, rien que pour remplir un dossier d'expert, j'ai des managers qui m'ont dit donne-moi un numéro de compte pour que je permette à l'expert de dépenser 4 heures pour faire son dossier. Donc ça veut dire qu'il n'était pas tout à fait motivé par l'expertise. Un autre probablement point faible, c'est qu'on ne dégrade pas les experts. On devrait de temps en temps crémer un petit peu. On va tourner la page. Là, je réponds à une question qui était posée dans la table ronde, les filières non techniques. Il y a du pour et du contre. Je sais que moi je serais pour ouvrir l'expertise à des filières non techniques, parce que pour moi, ce qui caractérise un expert peut s'appliquer hors des domaines techniques. On pourrait avoir des juristes, on pourrait avoir des... Bon, dans notre boîte, on a dit, on garde ça pour le scientifique et technique. Bon, c'est un choix, mais ça peut s'appliquer à d'autres. Ceci dit, il y a des domaines où la lutte est chaude actuellement entre les business units et la direction scientifique pour faire reconnaître quelques carrières d'experts, quelques titres d'experts. Donc ça, c'est quelque chose qui sera résolu, c'est l'année prochaine, je pense. C'est pas bien compliqué. La page suivante. Nous sommes confrontés à des nouveaux domaines, il va falloir les prendre en compte. Déjà dans la restructuration de l'entreprise et dans le nouvel Areva qui est absorbé par EDF, on a laissé tomber un certain nombre de compétences qu'on avait dans le génie civil, dans d'autres choses. On a dit c'est plus votre métier, restez sur la partie centrale de l'îlot nucléaire. Et donc il y a des domaines techniques qu'on va abandonner, mais en revanche, il y en a de nouveaux qui arrivent et qui, eux, ont une dynamique plus rapide. Il va falloir... faut pas attendre 7 ans pour nommer quelqu'un en réalité virtuelle. Alors là, tous les trains seront passés avant. Donc, il va falloir qu'on s'habitue à ça. Alors, une autre évolution qui est positive, c'est que la gestion de la connaissance, qu'on reconnaissait toujours comme une problématique importante, maintenant c'est devenu un objectif stratégique, identifié en tant que tel, avec une personne responsable, etc. Après, alors évidemment, les experts contribuent. Après, on s'était posé la question d'une filière commune dans le nucléaire avec EDF, le CEA. Bon, on en a parlé, il n'y a pas actuellement de décision effective dans un domaine. Et je crois que je suis au bout de la présentation. Voilà, donc je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, j'avais une question, c'est... je fais plein de questions, mais je vais commencer par une question simplement, c'est pour Aurélie, le rôle du manager. Parce que là, on en a parlé. Qu'est-ce que doit faire le manager pour s'assurer que les experts, en fait, donnent du temps et ça comme objectif et que ça marche bien? Parce que j'imagine que c'est clé.
Alors effectivement, c'était dans une des dimensions que j'avais indiquées, mais je n'ai pas eu le temps de développer. C'est à la fois clé et à la fois très difficile. Donc en fait, l'orientation, le maillage, on a vu, hein, les experts collaborent entre eux, ils travaillent pour l'entreprise. En fait, de manière annuelle, l'expert qui est recruté, donc ce que je ne vous ai pas dit, il touche une participation salariale et des objectifs annuels. On est sur des objectifs annuels qui sont fixés à la fois par leur communauté d'expertise, les clusters dont j'ai juste mentionné leur nom, et par les managers. Donc en fait, de manière annuelle, objectifs fixés dans leur entretien annuel, mais gérés par nous, équipe animation. Donc on gère les objectifs fixés par les managers. Une fois par an, on évalue, le manager évalue la contribution du manager sur ces objectifs et ça lui donne lieu à une part variable. Donc ça, c'est la vision cycle RH, un petit peu de raccrocher vraiment l'expert dans son équipe, de manière à ce que le manager en tire profit aussi pour le missionner sur des compétences transversales. Il va utiliser l'expert notamment pour former son équipe, pour expliquer un sujet, etc. Le deuxième point qu'on a voulu développer sur la partie sponsorship, c'est aussi d'impliquer les managers par le haut. Valider les feuilles de route stratégiques des communautés d'expertise et les faire redescendre depuis le COMEX jusqu'au manager pour qu'il valide aussi que l'activité que l'expert fait dans son équipe correspond bien à une direction vers laquelle veut aller l'entreprise. Je ne sais pas si ça répond. Très bien. Alors, deuxième question, c'est pour Béatrice. Les experts, est-ce que ça vient tout seul? Est-ce que c'est le manager qui dit, tiens, lui, il sera expert et je le propose? Comment est-ce qu'on identifie les fameux experts dans l'entreprise? Alors, de plusieurs façons, parce que chez Schneider, vous avez vu qu'il y a eu différents programmes, et les programmes ont pris différentes options. Donc, dans la R&D, toute l'entreprise, tout employé de l'entreprise peut se porter candidat à l'expertise dans un domaine stratégique de la R&D. Donc il faut répondre à un certain nombre de critères, mais c'est ouvert à tous et le dossier de candidature est de toute façon validé par le manager. Donc en fait c'est un dossier candidat-manager, mais ouvert à tous. Au niveau du programme de la supply chain, l'option a été prise de nommer les candidats par le management. C'est-à-dire qu'on a le droit de se porter candidat et d'avoir le dossier de candidature si on est pré-identifié par le management. Donc c'est une autre façon. Ça permet aussi de limiter les déceptions parce que on parle des experts reconnus, mais on parle aussi des experts, des gens qui ont fait le dossier d'identification. Il est long et conséquent. Et souvent, il peut y avoir de la déception si quelqu'un s'est investi, parce qu'il va croire qu'il va dire c'est injuste, alors que c'est une mauvaise compréhension d'un critère. Et c'est peut-être pour ça, alors là, en plus, je parle au nom de mes collègues, mais on a ces deux procédés et on voit la maturité des programmes, c'est qu'au fur et à mesure, sur R&D et supply chain, le nombre de rejets diminue énormément. Nous, on a choisi pour la première campagne de faire une identification par le management parce qu'on avait vraiment besoin d'identifier très vite un premier pool d'experts et de bâtir notre programme avec ce premier pool d'experts. Donc on s'est dit, tant pis si on en rate, on commence comme ça. Et à la deuxième campagne, alors on va peut-être changer la règle et on va faire un mix des deux. On va faire la pré-identification, puisque ça nous donne des gens qu'on va accompagner plus dans la démarche de candidature et on va accompagner leurs managers parce qu'on les connaît. Et puis, ce sera aussi ouvert à tous. En tout cas, c'est le projet qu'on a pour ouvrir au reste de l'entreprise parce que les domaines de l'IT, c'est pas que la direction informatique, loin de là. Donc, on a besoin de savoir où ils sont. Donc, voilà. Il y a plusieurs méthodes pour identifier un expert. Elles sont toutes valables, elles ont toutes leurs raisons. Et puis, aussi, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut changer de méthodologie en fonction de l'objectif. Voilà. Merci. Alors, question pour Serge. Budget, parce que l'expert, typiquement, vous avez dit qu'il avait du temps ou un objectif, mais in fine, qui paye? Parce qu'en fait, s'il est trop sollicité, il va avoir tellement de demandes qu'il ne fera plus son boulot de tous les jours. Donc, comment est-ce qu'on arrive à gérer la notion? Est-ce qu'il faut un cost center? Est-ce qu'il faut une limite? Comment est-ce qu'on fait pour cet équilibre délicat entre l'expert qui bosse pour une entité et qui doit aussi donner son aide aux autres?
Il y a plusieurs façons. Ceux qui sont impliqués dans la R&D, ils imputent sur la R&D. Ceux qui sont dans les grands projets et qui sont là pour aider, par exemple, actuellement, on est en train de démarrer des réacteurs en Chine, et ben, ils imputent sur ces projets-là. Ensuite, moi j'ai un autre exemple que je cite tout le temps, les gens me trouvent un peu radoteur. Hein. On a beau être jeune, au bout d'un moment, on se met à radoter. Je dirigeais le centre technique, donc c'est une centaine de personnes, centre technique d'Areva NP, hein, et on avait 10% d'experts. Et un centre technique, il est appelé par toutes les business units pour plein de questions diverses. Et on ne peut pas leur dire à chaque fois, et ils viennent parce qu'on a des experts, on ne peut pas leur dire à chaque fois, attendez, je réponds si vous me donnez un numéro de compte. Donc j'avais donné 10% du temps à 10% des experts, ça fait 1% du temps total productif du centre technique, j'avais monté mon taux horaire de 1%. Et voilà. Merci. Alors, on va prendre une question dans la salle. Donc, s'il vous plaît, pourriez-vous donner votre nom, votre entreprise pour qu'on vous reconnaisse? Demandez si vous demandez la question à une personne en particulier ou à l'ensemble du panel. Il y a un micro tout en haut avec Laurence et moi, je suis en bas. Qui veut se lancer dans la première question? Sinon, j'ai du stock, hein, si vous voulez. Oui, moi j'ai une question pour Aurélie là sur la. Oui, Martin Rouleau du Gage, donc Areva NP aussi et Copain aussi. C'est la question relative aux objectifs annuels des experts à la NCC. Vous avez parlé des objectifs annuels fixés par leur communauté et dans le cadre de la feuille de route de la communauté d'experts. Je voudrais que vous disiez un peu plus là, je n'ai pas très bien compris. Donc, dans l'organisation de l'expertise, donc on a vu un peu la gestion des experts. Maintenant, la gestion des expertises est organisée en 7 communautés qui s'appellent des clusters, les clusters d'innovation et recherche, qui sont les grands axes d'innovation, qui sont les axes stratégiques de l'innovation. Donc, on a, par exemple, maintenance, énergie, on a développement durable, on a service expérience voyageur, enfin je ne vais peut-être pas toutes vous les citer, vous les avez dans les supports. Ces communautés sont pilotées par des gens essentiellement présents à innovation et recherche, qui pilotent ces communautés-là, sauf pour le développement durable, qui est représenté par 3 pilotes dans chaque EPIC. Donc les experts Synapse, scientifiques et techniques de la communauté que je gère, sont rattachés dans leur déclaration quand ils s'inscrivent dans une des communautés. Ils vont être les moteurs de ces communautés. C'est-à-dire que ces communautés sont plus larges que les experts Synapse, mais les experts vont eux-mêmes avoir des objectifs d'animation de groupe de travail, feuille de route, etc. Donc ils vont composer une feuille de route composée de signaux faibles, d'alignement stratégique sur cette thématique-là. Cette feuille de route est présentée au COMEX, sur un comité ferroviaire. Et une fois validée, la volonté, c'est de la diffuser après en plan managérial. Donc c'est une feuille de route de la communauté, donc du cluster, qui permet de fixer des objectifs par les pilotes de cluster eux-mêmes aux experts Synapse, mais également à être diffusée par le lien managérial et qui peut aussi servir pour des objectifs managériaux derrière. Donc c'est pour aligner vraiment les deux dimensions, transverse et verticale. Je ne sais pas si ça répond correctement. Oui, bonjour, Jean-Pierre Bouchès, de l'Université de Paris-Saclay. Je n'ai pas entendu parler, mais c'est mon versant un peu chercheur, du terme de communauté épistémique, qui est un terme qui revient souvent parmi les chercheurs, qui regroupe notamment des experts. Est-ce que c'est quelque chose qui parle pour vous, ou est-ce que c'est encore une invention de chercheurs un petit peu hors sol ? Qui veut répondre? Ça scotche tout le monde, là. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être la question? Les communautés épistémiques sont des communautés qui ont, notamment Patrick Coindé, enfin un certain nombre de chercheurs de Montréal, etc., ont beaucoup développé ce concept qui réunit en définitive des groupes d'experts qui valident, travaillent, approfondissent certains concepts de manière à les faire partager. Et donc, il y a eu effectivement, par des auteurs comme Kovan et d'autres, un véritable travail de fond sur le concept de communauté épistémique, qui est effectivement une production
regroupant des experts validant effectivement des savoirs et des expertises dans le but de les diffuser. Et là, il y a toute une immense littérature. Donc ma question modeste, pardonnez-moi, c'est de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui, dans les entreprises, est-ce que c'est un terme qui qui a déjà été évoqué? Pas sous ce nom-là, mais il y a des choses qui ressemblent. Bon, peut-être Martin, qui est vraiment l'expert de ça chez RVNP, a entendu parler, mais produire un savoir commun ou capitaliser un savoir commun, faire des livres blancs. Avant, chez Framatome, ça s'appelait des Fratec. Les gens les mettaient sur le coin de la table parce que c'était considéré comme un beau truc. Donc, effectivement, oui, ça peut exister. Pour SNCF, c'est pareil, le terme n'est pas fréquemment utilisé. Par contre, on a des dispositifs, justement, dans les communautés, les gestions d'expertise, dans les clusters, les fameux groupes de travail, qui sont sur des thématiques particulières et du coup qui vont établir une feuille de route. Alors, comme ça, on va avoir des groupes de travail, par exemple, sur la résilience climatique, des choses comme ça. Ça va associer, et du coup, ces clusters sont là pour, et les pilotes de clusters et les pilotes de groupes de travail, pour faire effectivement ces notes-là. La grosse difficulté, j'en parlais tout à l'heure, c'est que ces signaux faibles remontent, ou en tout cas, ce travail puisse remonter, effectivement, ne pas être posé sur la table et ne pas arriver dans une actualité et d'intérêt, quoi. Donc tout travail d'animation, c'est de réussir à faire le lien entre les deux en disant ces sujets-là sont principaux. Donc les grandes thématiques de la convention annuelle d'octobre, c'était effectivement SNCF Demain, et commencer à faire des travaux sur le sujet en positionnant les experts dessus. Mais effectivement, le terme, on l'utilise peu. Par contre, je pense que dans la pratique, on fait des choses comme ça. Je voulais compléter en fait sur le sujet, si vous permettez. Annie Audibert de Total. En fait, en entreprise, on fait du Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'en fait, on connaît les communautés épistémiques, mais comme le disait Madame, en fait, on le fait dans la pratique sur des thématiques où on a besoin de réunir les différents experts. Enfin, nous, on les appelle beaucoup les technologues, qui comprennent à la fois les fellows, les experts, les spécialistes, etc. Mais du coup, les gens se rejoignent pour des besoins par rapport au thème de l'entreprise, aux besoins de l'entreprise. Et du coup, on connaît le terme. On a une jeune qui travaillait sur le sujet universitaire, mais c'est du Monsieur Jourdain. On le fait sans l'utiliser. Voilà. Bonjour, Valérie Provandier de Safran. En fait, le sujet qui m'intéresse, et j'aurais aimé avoir factuellement ce que vous avez pu mettre en place et vos retours d'expérience, c'est le rôle du manager par rapport à l'expert. J'ai entendu que, et chez nous c'est à peu près pareil, les communautés R&D, toutes les domaines techniques étaient sensibilisés au rôle de l'expert, à son évolution, au maintien de ses compétences. Les RH s'y intéressent de plus en plus et ils ont, je dirais, une épée de Damoclès. C'est si on ne s'occupe pas de ça, on va perdre toute notre expertise, notre colonne vertébrale et aussi peut-être notre business demain. Il me semble que chez nous, le management a du mal à accrocher, à être responsable, à s'engager, à accompagner. Et j'ai entendu parmi vous trois, et vous trois en fait, tous les trois, vous en avez parlé. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce qui a réussi chez vous ? Alors déjà, c'est la table ronde d'après, donc vous aurez encore 3 témoignages sur le sujet. Moi, par ma petite expérience, effectivement, j'ai une année de programme d'expertise où je suis vraiment rentrée dans le sujet. Et pour cette année, on a déjà commencé à parler, à faire des réunions juste après la nomination. On a réuni les managers parce qu'on sent qu'on a besoin de les accompagner. Mais en tout cas, nous, on était sur un programme qui a été arrêté, qui a été repris. On sent qu'ils ont envie. Et alors, ils ont très envie de faire reconnaître les experts de leurs équipes. Donc, pour la candidature, j'ai pas de problème. Le souci, c'est de bien de leur expliquer
ce qu'on appelle un expert du groupe par rapport à la notion d'expertise qu'ils peuvent avoir, eux, de manière inconsciente ou par rapport à leur propre définition de l'expert. Donc nous, on a, pour la prochaine campagne, ce qu'on va très concrètement mettre en place, c'est vraiment axer notre communication sur les managers pour qu'ils comprennent bien et qu'ils accompagnent bien les bonnes personnes. Et accompagner un futur expert, c'est peut-être dire tu seras candidat dans 2 ans, mais on prépare ton plan de développement. Et aussi concrètement, ce qu'on leur demande après la nomination, et c'est là où ils sont moins à l'aise, c'est comment on manage un expert et comment on l'accompagne dans son développement, comment on lui donne des objectifs. Parce qu'ils l'ont signé au moment du dossier de candidature, mais quand ça arrive, on est confronté avec la réalité, les objectifs et les priorités. Il y a même des managers qui changent entre le manager du candidat et le manager de l'expert. Et on sent que cet accompagnement, il est absolument clé. Et nous, au niveau du programme, on a presque autant à accompagner les experts que les managers, et probablement plus de temps en termes de communication avec les managers. Les experts, il faut juste canaliser leur énergie créative sur les bons sujets. Mais les managers, et c'est comme les communautés, pour ceux, quand on a été dans une communauté, quand on anime une communauté, il ne faut jamais oublier les managers des membres de ma communauté. Et ça, et si on les implique dans les objectifs de la communauté, ça se passe bien. Il y a un vrai boulot de communication, il faut prendre leur temps de leur expliquer. Mais moi, je sens que le terreau, il est bon parce qu'ils ont envie de participer au développement, mais souvent, ils s'imaginent qu'ils doivent faire le plan de formation tout seuls. Et là, ils disent, je ne sais pas faire. Et alors, nous, au niveau du programme, on va dire, non, il y a des formations qui peuvent servir tous les experts, elles existent, vous n'avez pas besoin. Moi, je vous dis tout ce que les programmes d'expertise ont fait en tant que plan de formation, vous piochez ce qui vous paraît intéressant, vous n'avez pas à imaginer des choses. Donc, je pense que c'est notre rôle de les accompagner sur ce chemin-là. Et donc, très concrètement, campagne d'identification, c'est quoi un expert? Et après, comment vous devez accompagner le développement, parce que c'est quand même le manager qui accompagne le plan de développement, et nous, on va regarder comment l'expert va servir la stratégie d'entreprise et l'aider à aller un petit peu au-delà de son quotidien. Voilà. Pour SNCF, alors en préambule, j'ai envie de partager un vieux rêve. C'est de passer à la réalité de l'intérêt d'avoir des gens qui œuvrent dans les équipes pour des activités transversales à l'entreprise. Il y a pour l'expertise, il y a la collaboration, etc. C'est-à-dire que le manager de proximité, qui est quand même le plus exposé, je dirais, dans l'entreprise, doit faire le grand écart entre des objectifs opérationnels qui lui sont fixés et l'injonction de libérer ces personnes pour faire du transverse. C'est un rôle extrêmement difficile. Donc il faut déjà beaucoup de compréhension pour ce rôle-là. Et j'aimerais qu'un jour, on arrive à dire, dans l'évaluation des managers de proximité, bravo, tu sais libérer les personnes, tu sais les faire évoluer, tu sais faire en sorte qu'ils puissent consacrer du temps à des sujets qui sont bons pour l'entreprise, pas forcément directement, immédiatement pour toi, pour ton activité, mais on en a besoin. Donc déjà, ça doit venir du management dessus. C'est pour ça que l'idée de faire passer une feuille de route et de dire au manager, rassure-toi, tu vas avoir un expert, mais c'est bien conforme à la volonté du COMEX, c'est très important. C'est-à-dire que ça doit venir de sa hiérarchie, il doit être soutenu. On doit dire bravo, tu arrives à libérer. Voilà, bon, ça c'est une première chose. Après, dans les petits trucs qu'on a fait, c'est par exemple aller à la rencontre d'une équipe managériale, l'équipe d'animation, plus les experts. Par exemple, à l'ingénierie du Mans, il y a 50 experts. Bon, ils sont beaucoup plus, ils sont 300 et quelques dans l'ingénierie matérielle. On a organisé avec les quelques-uns des experts présents sur le site une visite et une rencontre avec le management. Donc c'est une occasion, c'est de mêler à la fois les experts et les managers, faire des questions-réponses, avoir une animation de ce type-là, faire comprendre ce qu'on va rechercher. On a eu aussi, on a mis en place un panel de managers. On a vu un panel d'experts, mais aussi un panel de managers, qui est aussi une façon de, vous savez, les trois dimensions, on développe, on coopère et on diffuse. Donc dans la partie coopération, inciter à faire, pourquoi pas, une communauté de managers, d'experts.
Donc ça, c'est ce qu'on avait tenté de faire avec une animation. Après, on les invite systématiquement à toutes les conférences qu'on organise pour les experts. Ils viennent pas, ils connaissent l'actualité. Et puis le troisième niveau, c'est effectivement les objectifs qui sont fixés et qui leur permettent de donc fixer non pas unilatéralement par eux-mêmes, qui ne savent pas forcément faire, mais on demande à l'expert lui-même de proposer ses objectifs au manager. Oui, bonjour, Françoise Tisserand de Keolis. Vous avez tous tout à l'heure fait part du fait que les experts contribuaient évidemment dans toutes les entreprises à la réalisation de la stratégie. Moi, j'ai une question qui tourne autour des programmes que vous avez montés. On sait très bien que les experts aujourd'hui sont très chassés sur les réseaux sociaux et ils n'hésitent pas effectivement à partir ailleurs quand on ne sait pas les reconnaître. Moi, je voulais savoir dans vos programmes comment vous avez pu mesurer aujourd'hui que vous avez pu stopper peut-être cette volatilité ou encourager vos experts à rester dans l'entreprise et à se développer. Est-ce que vous avez un recul aujourd'hui peut-être suffisant sur vos programmes pour pouvoir dire que ça contribue au business et que les gens sont contents de rester dans vos entreprises? Je voulais juste rajouter que chez nous, chez Keolis, on a eu quelques départs d'experts, je dirais, ces 2 dernières années. Et du coup, effectivement, la question se pose chez nous de réellement travailler sur ces sujets. Donc Keolis, effectivement, on travaille ensemble, et notamment Bruno Auger qui fait partie du comité d'orientation des experts scientifiques techniques. Le recul, on l'a. Par contre, la mesure, on l'a pas. J'ai pas du tout d'éléments factuels qui permettent de dire et si ça n'existait pas. On m'a demandé beaucoup de choses, de dire qu'est-ce que produit le réseau. Donc j'ai fait cette façon-là en disant et si ça n'existait pas, qu'est-ce qui ne serait pas fait. On arrive à quelques résultats. Par contre, on a des témoignages plutôt unitaires, comme étant un argument plutôt de recrutement, en disant pour des experts qu'on peut trouver ailleurs, que ce soit en cybersécurité ou dans des éléments clés d'aujourd'hui, du cognitif ou des data ou des choses comme ça, en disant oui, SNCF, on a un réseau d'experts qui va vous permettre de coller au plus près d'une communauté, d'être impliqué. Donc on a un peu un discours qui peut aider à un avantage concurrentiel sur le recrutement. Sur les départs, peut-être que ça peut retarder les départs de gens qui seraient partis plus vite. C'est un peu l'idée on peut se dire, puisque ça leur permet en tout cas de coller au mieux avec... voilà. Après, la question c'est... les experts, ils ont aussi cette ambition de partage. Pour ceux qui sont les plus moteurs et les plus impliqués, peuvent aussi sentir une frustration de l'inertie qu'il faut quand même pour arriver à avancer, pour faire bouger les choses. C'est bien d'avoir ce réseau, mais le collectif doit aussi s'animer lui-même. Et des fois, voilà. Donc non, pour répondre à la question, pour ma part, j'ai pas de recul précis sur est-ce que ça retient et dans quelle mesure, quoi. Alors côté Schneider, alors moi personnellement mon programme il est tout jeune, donc en tout cas ce que j'ai vu en plus un programme qui est mort et un programme qui renaît, et on a perdu des experts sur cette filière-là en tout cas. Le fait de ne plus entretenir le programme a fait qu'il y en a qui sont partis. En revanche sur les autres programmes, alors j'ai pas les données, mais maintenant on sent une vraie volonté de les garder ces gens-là. Et les programmes ont été faits pour garder les experts, justement les identifier, les garder, les faire grandir. Donc il y a une vraie volonté déjà au côté RH d'avoir une reconnaissance exceptionnelle, d'avoir une vraie politique de reward étiquetée expert. Donc on veut les garder. Après, je pense qu'on arrive à les garder. Mais là, effectivement, moi, j'ai pas les chiffres parce que c'est les 2 programmes historiques. Voilà, je suis pas allée creuser pour répondre à votre question, mais c'est une question que je creuserai parce que c'est l'origine. On voulait l'origine de ces programmes, c'est sécuriser le savoir, c'est les garder et c'est en recruter aussi parce qu'on parle d'identifier en interne.
Pour moi, la fin de l'identification, elle se fait avec un croisement entre la cartographie stratégique et ce qu'on a. Et surtout, nous, dans les domaines de l'IT, il y a des endroits où on veut recruter. C'est aussi un programme de recrutement, un programme d'expertise. Donc voilà. Et là, on a vraiment le soutien des RH pour travailler l'attractivité, garder les personnes, à la fois avec des systèmes de reward. Et nous, au niveau du programme, nous, on travaille comment les garder en animant leur appétence de savoir, de partage. Et c'est un petit peu les deux qui fait que ça va marcher. Mais globalement, je pense que ces programmes ont été faits pour qu'on garde nos experts et qu'on les identifie. Je ne pense pas que ce soit un échec de ce côté-là. Si on a 1000 personnes et que les gens se renouvellent, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Mais malheureusement, je suis désolée, je n'ai pas les chiffres, ce n'était pas mes programmes. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, on vit actuellement des temps difficiles dans notre société qui est en train de transformer, de changer d'actionnaire, etc. Et on voit des départs d'experts et qui vont dans des endroits où ils sont mieux payés. Et en revanche, moi, ce que je crois, c'est que le salaire ne fait pas tout pour l'expert. Il faut avoir un programme qui montre l'intérêt de l'expertise. Il faut travailler sur ça. Et il faut... la meilleure récompense d'un expert, bon, je dis toujours, c'est quand on fait appel à lui sur des sujets difficiles. C'est pas simplement d'attendre une paye à la fin de l'année ou d'avoir une voiture ou quelque chose. Comme certains groupes le faisaient avant, l'expert fellow, il a une voiture à lui. Non, il faut les utiliser et les mettre en relation avec la direction générale, avec des choses comme ça, pour les mettre en visibilité. Après, il y a probablement des reconnaissances salariales aussi, mais on se retrouve coincé dans une mécanique de salaire. Et le jour où on doit déclasser un expert, ça peut poser des problèmes. Oui, bon. Encore une question d'un autre genre. Donc Alice Guillon, directrice générale de Schema. C'est extrêmement intéressant ce que vous avez présenté. C'est vrai que vous représentez surtout des entreprises de très grande taille où j'ai l'impression que effectivement le système peut se roder, même si effectivement il y a des problèmes. Bon, moi, je dirige une école qui a 500 personnes, 8000 étudiants sur 3 continents. On est un animal d'un nouveau genre, puisqu'on a lancé une direction du knowledge management dirigée par donc Laurence Descaux, qui est membre de Copain, avec beaucoup de nos facultés, de nos professeurs qui sont profs de knowledge management. Et on souhaitait s'intégrer dans ces démarches-là. Mais est-ce que ce modèle est transposable de votre approche avec votre prisme de très grande entreprise à une PME? Alors, je prends l'exemple de Schema, mais je pense qu'il y a énormément de petites entreprises, moi j'avais énormément travaillé dessus il y a quelques années, qui seraient très intéressées par ces démarches. Mais elles se confrontent à des écueils. Alors, il y a des opportunités, il y a des écueils évidents que vous connaissez. Donc, si vous aviez, j'allais dire, en quelque sorte, un conseil à nous donner, nous, Schema, pour mettre en œuvre des filières d'experts, pour essayer d'avoir ce type de raisonnement, est-ce que vous pensez qu'il y a on peut répliquer le modèle que vous avez décrit, ou au contraire, il faudrait que nous passions par d'autres voies? Et quels conseils vous pourriez donner aux petites entreprises pour pouvoir se lancer dans ce type de démarche? Donc, question très intéressante, puisque en fait, je travaille par ailleurs sur un projet pendant mes études sur les PME, TPE, pour lancer un projet d'animation transversale. Donc, j'aurais, pour ma part, dans la réflexion que j'ai aujourd'hui, voilà, en faisant le rapprochement, je dirais qu'il faudrait aller sur un mode de compétition. Donc, ce fameux mot qui vient de coopération, compétition, dans lequel et les territoires, travailler avec les territoires sur un outil de mutualisation. Et je pense que sur le plan d'un territoire, ça peut vraiment être intéressant de monter quelque chose avec les entreprises dans ce mode-là, de mutualiser. Les PME, TPE, moi je suis sur la région de Nantes, ont souvent chasse du temps, ils ont vraiment du mal. Donc ils seront plus, à mon sens, preneurs pour se fidéliser, donc en mettant sans doute des règles du jeu importantes pour ne pas se piquer les experts entre eux. Mais je verrais bien sur un axe de développement ces fameux liens dont je parlais tout à l'heure, qui sont les territoires au cœur aussi de l'innovation et des grands clusters de plus en plus, de mettre en place des liens entre PME à travers ces animateurs de territoire, les CCI ou d'autres acteurs qui se mettent en place aujourd'hui pour animer les entreprises et les PME des territoires. Question courte, très courte.
Presque. Nicolas Dubuc, Michelin. Sur une échelle qui va de force de proposition à pouvoir de décision. Si vous posez cette question à vos experts, comment ils se situent? Moi, je dirais dans la R&D, pouvoir de décision sur les grands projets, force de proposition, ou dans certains cas, très sérieux warning. Ouais, moi, je pense que l'objectif, c'est pouvoir de décision, qu'on n'y est pas encore. Voilà. Mais c'est l'objectif, c'est sûr. Et il y a du chemin, mais c'est bien, on a encore un peu de boulot quand même. Parce que il y en a un dans la salle, un expert. Eric, t'es plutôt proposition ou force de décision? Ah, bah voilà, il y en a. Bravo. Et Je ne sais pas répondre à cette question. Parce qu'effectivement, autant de configurations différentes et selon les sujets traités, et c'est très, très compliqué à répondre à cette question-là. Sur leur expertise. réponse courte. Réponse courte. Plus. Proposition ou décision? Proposition, parce que l'innovation est Bon, allez, on ne sait pas. Donc, bonne question, on verra après. Je laisse la place maintenant à Alain. Merci beaucoup pour les 3 speakers. Merci.